Ça, c'est quelque chose qui est génial avec Java, c'est que quand on fait une montée de version, au niveau de la JVM, sans toucher à son code, sans même parfois le recompiler, on gagne des performances parce que la VM fait des choses mieux qu'avant. En termes de lisibilité de code, on devrait gagner beaucoup de choses. Avoir un code qui soit beaucoup plus expressif, c'est-à-dire que quand on va lire un switch comme ça, on va tout de suite comprendre ce que ça fait. Faut quand même se méfier, faut pas croire que quelque chose qui est mis en preview devient systématiquement une fonctionnalité. Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. Bonjour, ici Marvin Gilly, Tech Advisor pour KB. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir José Pomar. Bonjour Marvin. Pour parler de Java. Ouais, ça vaut mieux que de parler de pêche à la ligne, en fait. Effectivement. Alors José, peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas déjà ? Oui, bien sûr. Donc mon nom c'est José. J'ai été maître de conférence à l'université Paris 13 pendant 25 ans à peu près, où j'ai enseigné les technologies Java. Et puis je me suis impliqué dans les communautés au travers des conférences, au travers du Paris Jug, ici en France et également à l'étranger. Voilà, donc je fais des présentations sur Java, par exemple à Devox France, mais pas que. J'ai aussi un peu de contenu que je publie sur YouTube, ailleurs, des cours en ligne sur le net, un peu partout. Les Jeb Café que je recommande d'ailleurs. Merci. Oui, le Jeb Café, c'est le dernier avatar des choses que j'avais envie de créer, donc ça fait à peu près 1 an que ça existe maintenant. J'essaie d'en faire tous les mois, c'est pas forcément très très régulier, mais bon, on essaie d'y arriver. D'accord, merci. Alors vu qu'on est là pour parler de Java, moi ce que j'aimerais savoir, José, c'est pourquoi les gens aujourd'hui devraient se donner la peine de monter de version en Java. Oui, tout à fait. Alors en fait, en septembre dernier, donc il y a une version qui est la version 17 de Java qui est sortie. Et cette version 17, elle a une particularité, c'est que c'est une version LTS. Alors LTS, c'est une espèce de label qu'on met sur des versions, sur certaines versions. Mais on constate que ce label, il a une importance parce que les versions LTS, ce sont les versions qui sont adoptées dans l'industrie. Les versions les plus utilisées aujourd'hui dans les applications d'entreprise, c'est la 8 et la 11. La 17 commence un peu à monter, parce que ça fait déjà un peu plus de 6 mois qu'elle est sortie. Et commence à monter parce que précisément, c'est une version LTS. Donc je pense que quand on est développeur Java aujourd'hui, s'intéresser à la version LTS, c'est tout simplement s'intéresser à ce que l'on va pouvoir faire, ce que l'on va pouvoir écrire comme code Java dans un futur plus ou moins lointain. Aujourd'hui, les taux d'adoption, ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils sont de plus en plus rapides. Le taux d'adoption de la 8, donc ça c'était en 2014, c'était il y a 8 ans, a été beaucoup plus rapide que prévu, que ce que les gens avaient anticipé. Ça a également été le cas pour la 11, et donc il est possible que ce soit le cas aussi pour la 17. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais si c'est le cas, ça veut dire que les développeurs Java vont pouvoir utiliser les nouveautés de Java 17 plutôt que prévu, plutôt qu'ils ne le pensent. Donc je pense que s'y intéresser de près, oui, effectivement, c'est une très très bonne idée. Après, des fois, l'adoption de dernières versions dépend aussi de la vitesse à laquelle les éditeurs des librairies et des frameworks arrivent à suivre aussi. Par exemple, je sais pas, pour les records, Jackson, il a fallu qu'ils arrivent à les intégrer pour tout ce qui est sérialisation avant de pouvoir se dire on va embarquer cette feature-là sur notre projet d'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, c'est pareil, en fait, depuis un certain nombre de versions, depuis la 10, on a une version majeure de Java tous les 6 mois qui sort, et qui sort sur une horloge, en fait. C'est en mars et en septembre, voilà, il y a une version. Donc, hier, puisqu'on enregistre aujourd'hui, hier, la version 18 est sortie, donc ce qui rend déjà la version 17 obsolète, d'une certaine façon. Donc, voilà. La version 18 est sortie, et dans 6 mois, la version 19 sort. Et en fait, ça a eu un impact qui était pas forcément tout à fait attendu, c'est que les gens qui entretiennent les grosses librairies, les gros frameworks, je pense à Spring, je pense à Hibernate, des choses comme ça, également tout l'outillage, les IDE comme Eclipse, comme IntelliJ, peuvent assez facilement anticiper les nouvelles versions. Plutôt que d'avoir tous les 3 ans, 4 ans une espèce de Big Bang horrible et difficile à gérer pour faire un saut de version important, comme ça a été le cas entre la 7 et la 8 ou entre la 8 et la 9, aujourd'hui, on a un peu plus souvent des montées de version qui sont assez mineures et qui sont maintenant, après quelques années de ce rythme,
très bien suivi par les éditeurs, à la fois d'outils et de frameworks. Et aujourd'hui, en fait, que ce soit pour la 17 ou pour la 18 et même pour les versions d'avant, qui n'étaient pas LTS, les grands frameworks, les grands outils sont à jour le jour de la sortie de la nouvelle version. Aujourd'hui, alors que la 18 est sortie hier, IntelliJ, Eclipse se sont mis à jour pour supporter les nouveautés de la version 18. Et c'est pareil pour tous les grands frameworks, tous les grands outils. Donc l'outillage, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un problème dès l'instant que ce qu'on utilise, enfin l'outillage des frameworks, dès l'instant que ce qu'on utilise, c'est pas des vieux trucs un peu confidentiels, utilisés par 15 personnes sur GitHub. De toute façon, sur un projet d'entreprise, c'est jamais une très bonne idée de faire ce genre de choses. Mais effectivement, ces petits frameworks peuvent avoir plus de mal à suivre le rythme des releases. D'accord. Et en termes de performance, les dernières versions, les montées en version de Java, elles apportent quelque chose ou pas? Alors, il y a un truc qu'il faut que tout le monde sait, mais qu'il faut bien intégrer, c'est que Java, c'est quelque chose qui tourne dans une machine virtuelle, et la machine virtuelle, de version en version, elle évolue. Elle évolue, et en termes de performance, d'une version à l'autre, elle offre toujours des nouveautés qui permettent d'améliorer les choses. Les gens qui passent de version 7 ou 8 à version 17, ils vont gagner des performances gratuites. Pourquoi ? Parce que la machine virtuelle, elle-même est plus performante. Ça, c'est quelque chose qui est génial avec Java, c'est que quand on fait une montée de version, au niveau de la JVM, sans toucher à son code, sans même parfois le recompiler, on gagne des performances parce que la VM fait des choses mieux qu'avant. Et on en bénéficie mécaniquement. Sans le recompiler ? Oui, il y a pas mal de choses qu'on n'a même pas besoin de recompiler le code. On prend un vieux jar de Java 2, on le fait tourner dans une machine 17 et on observe des gains en performance, alors surtout entre 2 et 17. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça quand même, qui sont tout à fait substantiels. Il y a quelques fois des gains en performance, il faut recompiler, mais pas toujours. Par exemple, rien que sur les garbage collector, par exemple, les dernières versions, on a un nouveau garbage collector qui s'appelle le ZGC, qui est une très très grosse amélioration par rapport au garbage first G1, et qui permet de faire des choses, qui est beaucoup plus performant, qui gère des volumes de mémoire plus importants et qui amène des performances nouvelles. Je peux vous donner un autre exemple également sur la classe string, par exemple. Ça, si vous montez de 8 à 17, si vous êtes passé de 8 à 11, vous avez déjà cette nouveauté-là. Mais si vous passez de 8 à 17, il y a deux nouveautés sur les strings. La première, c'est que la classe string, avant, elle encapsulait un tableau qui était un tableau de char, donc sur 16 bits. Et aujourd'hui, elle encapsule un tableau qui est un tableau de bytes, sur 8 bits. Donc dès que vous gérez des chaînes de caractères, ce qui est le cas quand vous faites du XML ou du JSON, des trucs que personne n'utilise, évidemment, mécaniquement, vous avez une occupation mémoire de vos chaînes qui est à peu près divisée par 2, sans rien faire. Okay, là, il n'y a même pas besoin de recompiler. C'est juste, c'est la performance gratuite. Derrière, ça veut dire moins de pression sur le GC, moins de pression sur la réservation de la mémoire, etc. Donc des gains en performance, c'est de ça qu'on parle quand on parle des gains en performance gratuits. Il y a une autre amélioration sur les chaînes de caractères qui est la concaténation des chaînes de caractères. Alors là, pour le coup, il faut recompiler. C'est pas un truc qu'on a si on recompile pas. Mais si vous recompilez votre code à partir de 11, parce que c'est entre 8 et 11 qu'on a eu ça, la concaténation des chaînes, l'implémentation change. Maintenant, c'est implémenté avec une instruction de bytecode particulière qui s'appelle invoke dynamic et qui permet de faire appel à un code qui est plus performant pour concaténer les chaînes de caractères. Ça marche pour la concaténation des chaînes, ça marche aussi pour le formatage des chaînes de caractères. Sur le formatage de certaines chaînes, pour des formatages simples, on peut avoir des gains en performance de l'ordre d'un facteur 5 à 10. Donc ça peut valoir le coup quand on a un code qui a été compilé dans une très vieille version, oui, de le recompiler avec la nouvelle version dans le cadre de la concaténation, du traitement dans ce cas-là, ça vaut le coup. Il y a plein de cas où c'est pas forcément intéressant. Mais de toute façon, aujourd'hui, les gens, ils ont des trucs de CI/CD qui font des recompilations quasi systématiques dès qu'ils refont une livraison. Donc c'est pas vraiment un souci. D'accord. Mais voilà. Et ça c'est des performances qu'on obtient, et il y a plein d'autres exemples. C'est des performances qu'on obtient sans toucher à son code. On n'a pas touché au code. Donc ça, moi j'aime bien ça. C'est des performances. J'ai rien à faire. Mais ça va plus vite. Ça me va bien ça comme concept. Ouais, je pense que ça va à tout le monde d'ailleurs.
Et alors là, du coup, ouais, c'est vrai qu'on s'est attardé sur une fois que le code il est compilé, une fois qu'il a été réalisé, quoi. Mais dans la vie du développeur, dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce que les dernières versions de Java elles apportent dans sa façon de coder, en fait? Alors, j'ai envie de dire, il y a deux catégories de nouveautés. Il y a des nouveautés sur les API existantes. Par exemple, il y a des petites nouveautés dans l'API collection, il y a des petites nouveautés dans l'API stream, donc des trucs qu'on utilise quand même assez fréquemment. Et puis, il y a les grands projets. Aujourd'hui, dans l'univers Java, il y a un certain nombre de grands projets qui ont pour but final, alors qu'ils ne sont pas encore terminés, qui ont pour but final d'apporter des grandes nouveautés dans Java. Il y a un projet qui s'appelle le projet Amber, par exemple. L'objet du projet Amber, c'est d'apporter le pattern matching. Comme on a ce rythme de release une fois tous les 6 mois, le pattern matching, il va être amené morceau par morceau. On a déjà un morceau qui est là, qui est le pattern matching pour instance off. Donc ça, c'est une première chose. On a une deuxième forme de pattern matching qui est disponible en preview en 17, en 18 et qui devrait avoir une troisième preview en 19. Aujourd'hui, c'est le projet. Peut-être que ce ne sera pas fait, mais aujourd'hui, c'est le projet, qui est le pattern matching pour Switch. Et puis, il va y avoir d'autres évolutions du pattern matching dans les versions futures qui vont arriver après. Le projet Amber, il a apporté... en fait, c'est un avatar du pattern matching qui va être utilisé dans le pattern matching, mais qui peut être utilisé dans plein d'autres contextes, qui est ce nouveau concept qu'on appelle les records, qui sont des espèces d'objets dont l'objectif est de transporter juste un état. Ça, c'est le projet Amber. Puis à côté de ça, on a un autre projet qui s'appelle le projet Loom. Le projet Loom, son objectif, c'est d'amener des nouveaux paradigmes en matière de programmation concurrente. Aujourd'hui, une application, que ce soit Java ou autre d'ailleurs, application qui a un modèle de programmation concurrente, elle peut lancer quelques dizaines de milliers de threads. Un thread, ça prend pas mal de mémoire, ça prend un peu de ressources de calcul, ça met du temps à se lancer, et au bout de 10 000 threads, en général, de quelques milliers de threads, en fonction de la mémoire dont on dispose, on peut plus en lancer. Et c'est pas beaucoup, 10 000 threads, quand on réfléchit, c'est quand même assez peu. Le projet Loom, on va pouvoir lancer des threads à la demande, comme on veut, des millions, parce que la notion de thread va changer, va évoluer, et ce sera un objet thread va être beaucoup moins coûteux, notamment en mémoire, et en ressources également. Donc ça, c'est pas la notion de thread virtuel. Oui, c'est ça. Voilà. Alors la terminologie est pas encore complètement fixée. Ça portait plusieurs noms depuis le début. Aujourd'hui, on est sur thread virtuel, mais oui, l'idée c'est ça. Le paradigme central de Loom, c'est de dire que avant, quand on confiait une tâche à un thread, cette tâche, elle était attachée à ce thread jusqu'à ce qu'elle ait terminé de s'exécuter, qu'elle s'exécute en produisant un résultat ou en jetant une exception. On ne pouvait pas interrompre la tâche. On pouvait interrompre le thread, ce qui cassait la tâche mécaniquement, mais on ne pouvait pas interrompre la tâche indépendamment du thread. Avec Loom, on va pouvoir faire ça. Un même thread va pouvoir prendre une tâche, constater que cette tâche elle est bloquée sur des entrées-sorties, par exemple, c'est le cas le plus fréquent, et il va pouvoir dire cette tâche, je la mets de côté, j'en prends une autre en charge, et je continue avec une autre tâche. Donc l'un des gros apports de Loom, c'est de dire on va pouvoir détacher une tâche d'un thread et en attacher une autre. Ça, c'est un concept qui est assez génial, qui a nécessité des modifs au niveau du langage de la VM, du garbage collector, de tout, qui sont absolument démentes. Ça fait des années que les gens travaillent là-dessus, et ça va arriver dans les versions qui viennent. On a un autre projet qui s'appelle Panama, qui permet d'exécuter du code natif de façon plus sécurisée, plus performante, plein de choses que les solutions qu'on avait avant. Les gens qui font ça, grosso modo, à leur disposition, ils ont un outil qui s'appelle JNI, qui date de Java 1, qui a plus de 20 ans. Ils ont une évolution de JNI qui est en fait pire que JNI, qui s'appelle JNA, qu'ils n'utilisent pas. Là, ils vont avoir quelque chose qui est vachement mieux pensé, avec plein de trucs super intéressants, plein de choses super intéressantes pour eux, qui s'appelle le projet Panama. Donc Amber, Loom, Panama, et puis il y en a d'autres encore qui vont continuer aussi à venir apporter leur lot de nouveautés dans les versions futures. Alors après, je ne sais pas si beaucoup de nos auditeurs parmi les javaïstes font beaucoup de programmation concurrente ou s'ils s'amusent à faire des appels natifs, mais dans les choses qu'ils utilisent très souvent, j'ai l'impression que les records peuvent modifier leur façon de travailler. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, je vois sur beaucoup de projets, par exemple, du Lombok.
On bug par ci, on bug par là, add Ouais, data, bien sûr. add value. Tout à fait. En quoi, là, les records que tu as évoqués peuvent changer notre façon de développer Alors, les records, ça vient avec le projet Amber, dont on vient de parler. Un record, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est une classe. Donc, on casse pas la notion de classe. On a déjà un type de classe un peu particulier en Java qui sont les enums. Tu sais, les enums, ça date de Java 5. Enum, c'est compilé dans une classe. Ça étend une classe spécifique qui s'appelle enum et c'est final, donc ça peut pas être étendu par rien du tout. Et un record, c'est pareil. Ça étend déjà une classe qui s'appelle record et c'est final, donc ça peut pas être étendu par aucune classe. Alors, l'objet d'un record, c'est que c'est fait pour transporter de la donnée. Et c'est la donnée que ça transporte, donc des champs, les données que ça transporte sont déclarées directement avec le record. Donc quand on crée un record, on écrit record, donc c'est le mot-clé, le nom du record, donc par exemple personne, et puis une personne, elle est définie, je sais pas, sur un nom et un âge. Donc on va déclarer immédiatement que ce record, il est défini sur un nom, qui est une chaîne de caractères, donc string, et puis un âge qui peut être un entier, donc int. Et cette déclaration, elle est directement attachée au nom du record, et elle est, j'ai envie de dire, elle est gravée dans le marbre. C'est qu'une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas rajouter d'état dans ce record par extension, parce que c'est final. Ce record ne peut rien étendre, donc on ne peut pas rajouter de l'état en étendant quelque chose. Donc ça définit entièrement l'état du record. Et c'est pas légal de rajouter des champs d'instance dans un record. Donc si on essaie de faire ça, le compilateur va pas être content. Et quand on écrit du code, on veut toujours que le compilateur soit content, parce que sinon le code il va pas s'exécuter. Donc voilà. On n'a pas le droit de rajouter de champs d'instance dans un record. Donc la déclaration de cet état, c'est la totalité de l'état que peut transporter un record. Donc quand je regarde la déclaration d'un record, je vois exactement l'état que ce record transporte. Maintenant, le compilateur, il va faire les trucs pour moi. Il va me créer un constructeur qui prend cet état et qui le copie dans des champs d'instance de ce record, qui sont finaux, donc qui peuvent pas être modifiés. Okay, puis il va me créer des accesseurs également. Donc pour un record qui serait construit sur name et âge, il va me créer un accesseur name et un accesseur âge qui va retourner l'état interne. Et puis il va également me créer tout seul une méthode toString, une méthode equals et une méthode hashcode. Donc grosso modo, avec juste une déclaration, alors les gens vont dire mais ça fait la même chose que Lombok. D'une certaine façon, c'est vrai parce que c'est aussi déjà ce que fait Lombok, il crée une classe finale et voilà. Et le record, il fait la même chose. La différence, c'est que un record, c'est un record, et que la VM et le compilateur savent ce que c'est qu'un record. Ok ? Et il y a une particularité du record, c'est que un record ne peut pas être construit, une instance de record ne peut pas être construite autrement qu'en appelant le constructeur canonique de ce record. Le constructeur canonique, c'est le constructeur qui prend l'état de ce record. Donc dans notre exemple, ce serait name et âge. Et ce constructeur canonique, il est forcément là, il existe forcément. On peut le réécrire à la main. On peut l'écrire de façon simplifiée sous une forme compacte, ok, mais il est forcément appelé. Et il y a un contexte dans lequel, quand on a une classe normale et qu'on construit son instance, il n'y a aucun constructeur qui est appelé, c'est le contexte de la désérialisation. Si je désérialise une classe sérialisable, en fait, il n'y a aucun constructeur de la classe qui est appelé. Alors ça pose un problème, parce que si j'ai besoin de faire de la copie défensive ou encore pire de la validation, si je veux valider les arguments du constructeur, comme il n'y a aucun constructeur qui est appelé, la validation, elle est complètement bypassée. Donc je peux très bien me retrouver dans une situation où dans mon application, j'ai dans des fichiers, dans des bases de données ou qui m'arrivent via des réseaux, des objets sérialisés qui sont corrompus vis-à-vis de mes règles de validation, que je vais désérialiser et qui vont bypasser toutes les règles de validation que j'ai mises, donc tous les garde-fous que je me suis mis, et qui vont se retrouver dans mon application. Et donc, par ce truchement-là, je peux me retrouver avec des objets corrompus, invalides, dans mon application, qu'il va falloir que je gère. Voilà, ça c'est en utilisant une classe classique, du coup. En utilisant une classe classique. Et ça, c'est une faille de sécurité, en fait. C'est une faille de sécurité. Parce que ces objets corrompus qui m'arrivent, ils peuvent très bien être envoyés par un code malicieux, ce genre de choses. Okay ? Avec un record, c'est pas possible. Un record, quand je désérialise un record, le constructeur canonique, dont je sais qu'il est toujours là, parce que si je mets pas, c'est le compilateur qui le met, et dont la VM sait ce que c'est, et donc la VM l'appelle systématiquement, et les API l'appellent systématiquement, ce constructeur canonique, il va être appelé. Donc mes règles de validation vont être appelées. Donc ça ferme une faille de sécurité. Oui, parce que tu centralises vraiment ta validation au niveau du constructeur canonique, absolument. Là où avant, il fallait
il fallait la mettre à plusieurs endroits, ta règle de validation, dans ton read object, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bah oui, alors t'es pas complètement démuni, hein, si tu veux absolument faire ça. T'as plusieurs moyens de surcharger entre guillemets le mécanisme de désérialisation, mais c'était un petit peu pédestre. Là, t'as rien à faire. Grosso modo, t'as rien à faire. Ta validation, t'es pas obligé de la mettre physiquement dans le constructeur canonique, tu peux la déléguer. Mais disons que tu peux l'appeler à partir du constructeur canonique pour la mettre ailleurs. Donc ça, c'est une sacrée sécurité. Et avec les records, du coup, il y a cette apparition du compact constructor. Ouais, tout à fait. Alors, le constructeur canonique, deux choses d'abord. C'est pas parce que tu as forcément un constructeur canonique que tu peux pas avoir d'autres constructeurs. Ok ? Si par exemple tu veux construire des instances de personnes, tu connais pas l'âge, tu peux créer un constructeur qui prend juste la personne, enfin le nom de la personne, qui n'a pas à prendre l'âge. La seule contrainte, c'est que un constructeur d'un record doit nécessairement appeler le constructeur canonique de ce record. Donc dans ce truc-là, tu dois avoir tu vas passer name, parce qu'on t'a passé un name, et puis tu vas mettre une valeur par défaut pour l'âge, par exemple, -1, parce que c'est assez rare d'avoir des gens qui ont un âge négatif. Donc, et puis après, tu as peut-être du code qui va gérer le fait que si tu as -1 dans l'âge, ça veut dire que l'âge est inconnu. Ok. Donc tu peux mettre autant de constructeurs que tu veux. Tu peux te mettre des méthodes factory. Si tu as envie de construire des records avec des méthodes factory, c'est parfaitement possible aussi. Donc tu peux mettre des méthodes statiques dans un record. Tu peux rajouter toutes les méthodes d'instance que tu veux dans un record également. Tu peux implémenter des interfaces. Tu veux que tes records soient comparables, par exemple. Ben voilà, tu vas implémenter l'interface comparable. Si tu veux qu'il soit sérialisable, il va falloir que tu implémentes sérialisable. Ça, c'est tout à fait possible. La seule contrainte, c'est que tu n'as pas le droit de rajouter de champs d'instance. Voilà, ça c'est interdit. Tu veux rajouter des champs statiques, tu peux rajouter des champs statiques dans un record également. Ça aussi c'est possible. D'accord. Ça aussi c'est possible. Et donc, pourquoi est-ce que tu voudrais avoir envie d'écrire ton propre constructeur canonique ? Et en fait, il y a deux raisons principales. La première, c'est de faire de la copie défensive. Par exemple, l'état d'un record, il est censé être immutable. Okay ? Sauf que si on te passe une liste ou un tableau ou un truc comme ça, et que c'est une heureliste, si la personne garde une référence sur cette heureliste, elle va pouvoir aller changer en fait indirectement l'état interne de ton record. Donc la façon de se prémunir contre ça, c'est de faire une copie défensive. Hein. Tu copies la liste et puis voilà. Et tu montres pas la liste que tu as mis dans ton record. Tu dois le faire à la construction, donc voilà, ça c'est une bonne raison de devoir réécrire ton constructeur canonique. Et le deuxième endroit où il faut le faire, c'est sur l'accessor. Quand tu fais un get, quand quelqu'un va venir lire cette liste, il faut lui donner une copie, parce que c'est pareil, si tu lui donnes la liste que tu as en interne, il va pouvoir la modifier. Donc voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle tu peux avoir envie de réécrire ce constructeur canonique, c'est de faire de la validation sur les arguments que tu passes à la construction. Si tu veux juste faire de la validation, si tu n'as pas envie de reprendre de réécrire le 10.name égale name ou 10.age égale age, que ça c'est le comportement par défaut que le comportement par défaut te convient, tu as une forme simplifiée du constructeur canonique qui est le constructeur compact. Et là tu mets pas les arguments, tu mets pas le 10.machin égale machin, 10.bidule égale bidule, ça c'est le compilateur qui l'ajoute pour toi. Okay ? Et donc tu mets juste les règles de validation sur tes arguments. Sachant que le compilateur va t'ajouter la copie des arguments dans les champs internes du record après la validation. Donc si ton record il est invalide, tu jettes une exception, il ne sera pas construit. D'accord. Et dans ce compact constructor, on peut accéder j'allais dire les attributs de mon objet, mais tout à l'heure tu as dit qu'il n'y avait pas d'attributs en fait. La notion d'attribut, le problème de la notion d'attribut, c'est que elle n'est pas bien définie. Si tu veux, dans ce truc-là, tu sais jamais si tu parles des champs, si tu parles des propriétés. Les gens qui font des bins, pour eux les attributs c'est aussi bien les propriétés que les champs. Donc tu as accès aux champs. Tu as accès aux champs si tu veux. Dans le constructeur canonique, dans le constructeur compact, tu as accès aux arguments. Si tu veux modifier un argument, tu peux. Bon, parce que c'est vraiment très utile, je suis pas convaincu, mais tu peux le faire. D'accord. Bon, en tout cas, hein, pour les fans de DDD, du coup, si vous voulez faire des value objects, il faut utiliser les records à partir de maintenant. Là, oui, alors après, si t'es dans une application de 5 millions de lignes, que t'as du long bloc partout, tu vas pas t'amuser à tout réécrire. Hein, ouais. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cet aspect de la sérialisation est quand même très intéressant. Après, quand tu regardes le bytecode généré par Lombok, tu te rends compte que les implémentations de toString equals et hashcode qui mettent dedans sont vraiment écrites entièrement en bytecode, etc. Donc, si tu veux bénéficier de meilleures implémentations, notamment de hashcode, en général, c'est hashcode qui est le point névralgique.
si tu veux faire des hashcodes qui soient plus performants, avec Lombok, faut recompiler. Enfin, faut reprocesser tes classes avec le processeur de Lombok. Alors que dans un record, si tu regardes le bytecode du record, le hashcode, c'est 3 méthodes, toString equals hashcode, c'est de l'invoke dynamic que tu as dedans. Donc si en 18, 19, 20, etc., il y a des améliorations, des optimisations qui sont faites sur le hashcode, t'as pas besoin de recompiler ton record parce que le code qui calcule effectivement le hashcode, il est pas dans le record, il est à l'extérieur. Donc ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. D'accord. Ouais, c'est intéressant, ces records. Alors, moi, je les avais vus, notamment, personnellement, quand j'ai regardé les tutos, dans le cadre de classe scellée. Alors, ouais, tout à fait. Ça, c'est un truc qui arrive en 17 également, qui a encore un avatar du pattern matching, et qui va donner des améliorations qui sont pas encore disponibles de façon définitive. C'est-à-dire que les classes scellées, ça marche de concert avec le switch, avec les switch expressions. Et les switch expressions, c'est une preview en 17, c'est une preview en 18 aussi, ça on le sait parce que 18 est sorti hier, donc on parle pas du futur, là, on parle d'un truc qui appartient au passé. Et a priori, il devrait y avoir une troisième preview en 19, donc ce sera encore une preview en 19, donc dans 6 mois. C'est pas décidé encore, mais c'est ça le plan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe scellée ou un type scellé? Parce que ça peut être une classe, mais ça peut être aussi une interface ou une classe abstraite. C'est en fait, on va parler pour les interfaces. Voilà. Une interface scellée, c'est une interface qui connaît les implémentations qui sont autorisées. Ok. Donc tu définis une classe, tu dis voilà, une interface, tu dis cette interface elle est scellée, et en même temps que de la sceller, tu vas rajouter une clause qui s'appelle permit. Et qui va dire, voilà, les classes qui sont autorisées à implémenter cette interface, c'est celle-là, celle-là et celle-là. Ok. Et c'est vérifié à la compilation. Donc à la compilation, tu peux pas créer glisser une classe qui implémenterait cette interface et qui serait pas dans la clause permit de l'interface. Ça, c'est pas autorisé. Donc c'est vérifié à la compilation. C'est également vérifié à l'exécution. C'est-à-dire qu'à l'exécution, si tu peux créer des classes avec des agents, avec de la manipulation de bytecode, avec des classes loader custom, etc. Tu peux faire ça en Java. Les frameworks comme Spring, Hibernate font ça. Donc à l'exécution, la VM va vérifier en permanence que tu rajoutes pas des classes qui implémenteraient cette interface sans en avoir l'autorisation. Donc ça, c'est vraiment blindé. Tu peux pas bypasser le truc. Tu peux pas gruger le système. Ok. Du coup, ça nous empêche, au moment où on va définir, dans notre cas, une interface, de, par la suite, pouvoir rajouter des implémentations qui n'étaient pas prévues à cette interface. Exactement. Tu peux empêcher ça. Avec le mécanisme des classes scellées. Alors, dans le cas d'une interface, ou même d'une classe, qui est-ce qui a le droit d'implémenter une classe scellée? Tu peux le faire, les éléments qui ont le droit d'implémenter une interface scellée, c'est les classes finales. Donc les records ont le droit, puisque c'est des classes finales. Ok. Des classes qui elles-mêmes sont scellées, et donc qui vont définir elles-mêmes les classes qui peuvent les étendre. Ok. Ou si tu veux donner la possibilité aux gens d'étendre ton interface de classe scellée, d'interface scellée de classe autorisée, des classes que tu déclares comme étant non-sealed, c'est-à-dire tu les déclares explicitement comme étant non scellées. Donc en fait, tu as pas mal de souplesse. Soit tu peux créer une hiérarchie d'objets qui est entièrement fermée et qui pourra être étendue par personne, soit tu peux dire je crée une hiérarchie d'objets, mais je laisse un point d'extension qui est disponible. Mais par contre, tu le fais forcément explicitement. C'est pas un truc que tu fais par défaut, donc tu peux pas le faire par accident. L'idée, c'est, tu peux pas dire, ah mince, j'ai un bug, j'ai oublié de mettre un truc, de mettre ce machin final, et puis le compilateur m'a laissé le faire. Si tu le fais, tu le fais en connaissance de cause, tu le fais en toute conscience. Voilà, l'idée, c'est ça. Alors, il y a une contrainte sur ces classes scellées, c'est que l'ensemble de ta hiérarchie scellée vit forcément dans le même package ou dans le même module si tu utilises les modules. Donc tu peux pas dire, voilà, je crée une interface scellée avec des classes, mais mes classes qui sont autorisées, je les compilerai plus tard. Ça, le compilateur va pas te laisser faire ça. Le compilateur, il veut tout voir au même moment. Quelquefois, il est un peu contraignant, le compilateur. En fait, quand tu réfléchis, tu te rends compte que c'est une bonne idée. Okay. Et donc ça veut dire que ce mécanisme de classe scellée crée une espèce de dépendance circulaire entre une interface, par exemple, et ses implémentations. Ouais. Toi, donc tu as un bloc,
t'as une hiérarchie de types, voilà, qui est scellée, et cette hiérarchie de types, tout le monde vit au même endroit, soit dans le même package, soit dans le même module, si tu utilises des modules au sens Java-Love. Et ça a un intérêt, c'est un premier intérêt, c'est quand tu fais un switch sur les types, tu vois, l'exemple classique que moi j'aime bien prendre, ce qui est simple à comprendre, tu t'es créé une classe, une interface shape, par exemple, la forme géométrique, et puis tu as dit, bah voilà, je n'autorise que les triangles, les rectangles et les carrés, donc tu n'as que 3 classes qui peuvent implémenter ça. Quand tu vas faire un switch sur le type shape, ok, bah tu vas pouvoir dire, bah si j'ai un rectangle et un carré, et puis tu as oublié triangle, là le compilateur va pouvoir te dire, ah mais attention, hein, tu fais un switch sur un type scellé, il te manque un case. Donc soit tu mets le case, soit tu mets un default, mais tu fais quelque chose. Donc tu as une erreur de compilation, c'est le compilateur qui te dit ça. D'accord. Donc ça c'est pas mal, Oui, ça t'oblige à mettre un default si t'as pas envie de définir. Ça t'oblige à mettre un default. Et si tu mets, et à l'inverse, si t'as mis tes 3 cases, triangle, carré, rectangle, voilà, donc ton truc il est complet. Si tu mets pas de default, le compilateur est content parce qu'il voit que tu as couvert tous les cas. Si tu mets un default, il va pouvoir te mettre un warning en disant mais attention, ce default il sert à rien, il sera jamais appelé parce que tu as déjà géré tous les cas. Et c'est pas une bonne idée de garder ce default parce que si jamais plus tard tu rajoutes une classe cercle et que tu oublies de traiter le cas cercle dans un switch, là le compilateur va pouvoir te dire ah t'as oublié le cas cercle. Alors que si t'as mis un default, du coup le default il va absorber le cas cercle. Donc t'as pas forcément envie de ça. Ouais, on se prive d'un avantage dont on bénéficie avec. Tu te prives d'un avantage. Et ça touche au pattern matching pour switch. Alors ça on pourrait se demander mais quel est l'intérêt de faire ce truc-là ? D'abord le switch c'est un statement en Java et dans tous les langages qui a une super bonne réputation. Hein. Tout le monde utilise des switches partout. T'as tellement de comportements zarbi avec le switch que dès que t'as un switch, t'as un bug en général. Donc les gens ont tendance à pas trop utiliser le switch. Mais là, avec ce truc-là, ça va. Moi, je pense que ça va donner un intérêt au switch qu'il n'avait pas avant. Tu vois ? Comme. Tu vois, l'un des paradigmes aujourd'hui, c'est de se dire quand j'ai besoin de rajouter du comportement sur une hiérarchie d'objets, sur ma classe shape par exemple, je vais rajouter une méthode sur mon interface. Je vais rajouter une méthode, par exemple, Euria, qui va me permettre de calculer la surface de mes éléments géométriques, de mes figures géométriques. Ok, super, mais si tu es dans cette approche-là, ça veut dire que à chaque fois que tu as besoin de rajouter un comportement métier sur une hiérarchie d'objets métiers, tu rajoutes une méthode sur l'interface. Alors, l'intérêt, c'est que si jamais tu oublies une implémentation sur un de tes objets métiers, le compilateur va te le dire. Parce que si tu rajoutes Euria, que tu as oublié la méthode Euria sur la classe cercle, le compilateur va te dire ah, la classe cercle, elle n'a pas sa méthode Euria, il faut que tu la mettes. Ouais, évidemment. Ok, donc là, tu vas le faire. Donc ça, c'est bien, ça c'est sympa, le compilateur, il t'aide. Mais ça veut dire aussi qu'au bout de 3 ans de projet, si tout le monde fait ça à l'échelle de ton application, tu te retrouves avec 50 méthodes dans ton interface. 50 méthodes dans ton interface, toi si tu es sur un module métier qui n'a besoin que de la méthode Euria, tu vas aussi te retrouver avec la méthode périmètre, avec la méthode couleur, avec la méthode je sais pas quoi, tout un tas de méthodes que tu vas pas utiliser. Et là, ce faisant, tu violes un des principes solides. L'interface ségrégation. Voilà, qui est le principe d'interface ségrégation, exactement. Ok. Normalement, quand tu utilises, quand tu crées une dépendance vers un élément, un objet, quoi. Idéalement, tu aimerais avoir dans l'objet uniquement l'état que tu vas utiliser, uniquement les méthodes que tu vas utiliser. T'as pas envie d'avoir un état en plus ou des méthodes en plus. La raison, c'est que si jamais quelqu'un fait des modifications dans des méthodes que tu n'utilises pas, et que toi tu dépends de ça, bah t'es bon pour te recompiler alors que t'as pas de valeur ajoutée à cette recompilation. Ça, c'est le truc contre lequel l'interface ségrégation peut te protéger. Voilà. Et donc, le fait de te dire, bah, finalement, ma méthode Euria, je vais pas la mettre sur Shape, je vais la mettre à l'extérieur, je vais la mettre dans mon module métier. Je vais la mettre là où j'en ai besoin. Ok ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu fais ça, tu vas te dire, ah bah ok, donc je vais prendre un objet Shape dans ma méthode Euria, parce que tu inverses le truc, donc c'est comme ça que ça a marché. Et puis tu vas faire, bah si mon shape c'est un cercle, je fais ça, sinon si c'est un carré, je fais ça, etc. Tu te retrouves avec un if, else if. C'est pas très beau, c'est pas safe parce que si jamais tu rajoutes un type dans ton interface, bah ton if, else if, il va pas te dire, ah t'as oublié une branche, ok. Et si tu veux faire du refacto ou quoi, que t'en as 50 comme ça dans ton appli, des if, else if, t'as plus qu'à
devenir un master du grep pour aller chercher et prier pour que ça marche. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens font pas ça. Et c'est une bonne chose, hein, on va pas. Mais avec cette histoire de switch, là, les choses deviennent beaucoup plus sûres parce que ça veut dire que tu vas avoir un switch qui va prendre shape. Tu vas switcher sur les différents types de shape, cercle, triangle, rectangle, etc. Si t'en manques un, c'est le compilateur qui te le dit. Donc, et tu vois, et si quelqu'un rajoute un type scellé dans la hiérarchie, partout où tu as utilisé ce switch, le compilateur va te dire, ah, mais là, tu as oublié quelque chose, là, tu as oublié quelque chose, là, tu as oublié quelque chose. Donc, tu te retrouves avec le même avantage que celui que tu avais, quand tu avais une interface, et que le compilateur te disait, mais cette méthode-là, que tu as définie dans l'interface, elle n'est pas implémentée dans tes classes. Tu récupères, en fait, cette sécurité au niveau de la façon dont tu structures ton code, et tu gagnes, en fait, à mon avis, dans un meilleur respect de l'interface ségrégation. Les gens disent c'est une façon de réécrire le pattern visiteur, et en fait, ça ressemble à ça, effectivement. L'objet du pattern visiteur, c'est exactement ça. C'est de pouvoir rajouter du comportement sur une hiérarchie d'objets sans toucher à cette hiérarchie d'objets. Le problème, c'est que les méthodes accept, on les a jamais, donc évidemment, tu peux pas utiliser le pattern visiteur, et quand tu les as, après, faut implémenter le pattern visiteur correctement, ce qui est pas facile non plus. Souvent, ça marche pas bien. Et là, c'est à mon avis une alternative qui est vachement intéressante, qui arrive avec ce switch sur les types. Ouais, personnellement, le pattern visitor, je l'ai jamais vu sur les projets. À la limite, les projets bien outillés de l'AOP, de la programmation orientée aspect, pour ajouter des features un peu transversales, mais le visiteur, pas tant que ça. Mais c'est bien de permettre, avec le langage, de pouvoir faire ce que tu viens de dire, ajouter des fonctionnalités à toute une hiérarchie d'objets en différenciant les cas. Je pense que quand ça va arriver, parce que c'est encore en preview, je pense que quand ça va arriver, ça va vraiment permettre de structurer les applications différemment. Et on sait bien que quand on se rapproche d'un respect correct des principes solides, on a des applications qui sont mieux organisées, qui sont mieux structurées. Voilà, si à un moment tu n'as plus besoin de calculer les surfaces de tes trucs, le module qui calcule ça, tu peux le jeter. Alors que si tu as rajouté une méthode ERIA sur ton interface, retirer cette méthode ERIA, c'est quand même beaucoup plus délicat comme refactoring. Et souvent les gens ne le font pas. Tu termines avec du code mort dans ton application et il n'y a rien que tu puisses faire. Et là, ce que tu disais, le pattern matching, ça concerne du coup les switch statements et les switch expressions ou... Alors, le pattern matching, c'est quelque chose qui va concerner en fait plein d'endroits dans le langage. C'est un nouveau concept qui arrive dans le langage. C'est pas un nouveau concept en programmation. Je crois que le pattern matching, ça doit dater de la fin des années 60 ou du début des années 70. Donc c'est pas du tout un nouveau concept. C'est connu depuis très longtemps. Mais par contre, en Java, c'est nouveau. Faut voir qu'en Java, tous les 10 ans, il se passe quelque chose. Okay, Java sort en 95. Voilà. En 2004, il y a les génériques qui arrivent, donc les types paramétrés, qui était un vieux concept. En 2014, donc 10 ans après, les lambda arrivent. Ouais. Là, on est en 2022, le pattern matching est en train d'arriver. Donc, on est encore 10 ans après les lambda, en fait. En 2030, on se revoit, José. En 2030, peut-être qu'on se reverra pour parler du prochain truc, parce que normalement, le pattern matching, on devrait l'avoir. Ça devrait être terminé. Enfin, terminé, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau concept. Et le concept de pattern matching, ça consiste à se dire, on a déjà 2 pattern matching dans le langage. Le premier, c'est le pattern matching constant. Bon, c'est pas le truc le plus glamour de l'existence. Mais le pattern matching sur les types, lui, est en train d'arriver. Donc on peut faire, si shape est une instance de cercle, ça c'est l'instance of classique, donc instance of circle. Et en fait, circle c'est juste un type. Et depuis en 17, on peut le remplacer avec un pattern. Et le pattern, il s'écrit circle, circle. Voilà. Je sais pas très bien comment lire ça, peut-être dire que shape a été déclaré avec quelque chose de la forme circle, circle, voilà. Et si ça c'est vrai, c'est-à-dire que si shape ça match effectivement ce truc-là, à ce moment-là, ce deuxième circle, ça devient la variable de liaison du pattern. En fait, ça l'est déjà, mais disons qu'elle est créée, cette variable dans ce cas-là, qu'on appelle une binding variable, donc une variable de liaison. Et donc cette variable, je peux l'utiliser partout où c'est pertinent de l'utiliser. Le scope, c'est la branche du if, évidemment, mais c'est aussi, je peux mettre un et booléen derrière ça, et dire, voilà, si shape est instance of circle, circle, et circle.radius strictement positif, par exemple. Donc là, j'utilise en fait circle dans une branche booléenne de ce test.
Et là, ça a du sens. On arrive à faire un et à partir d'un pattern matching et d'un booléen. Ouais, tout à fait. Absolument. On peut faire ça. Okay. On peut faire ça. Tu peux pas faire de ou, parce que le ou, évidemment, ce serait pas. Le circle, il peut exister comme il peut ne pas exister, mais tu peux faire un et. Ouais, tout à fait. Tu peux faire des et dans les switches sur les patterns également. C'est vrai qu'on a glissé le switch sur les patterns un peu de façon brutale. Ni vu ni connu, là. Mais jusqu'à présent, on pouvait pas faire de switch sur des types. Ok, ça fait partie des nouveautés. Et en fait, c'est pas exactement. On appelle ça le switch sur les types parce que bon, c'est pas idiot de l'appeler comme ça. Mais en fait, le case du switch, qui est une constante, c'est pas juste un type, c'est en fait un pattern. Ok, donc on va faire switch sur shape et puis écrire case circle. Et si ce case il est vrai, bah, la variable circle elle est créée en fait dans le contexte de cette branche, de ce case. Ça, c'est le pattern matching sur les switches. Et du coup, on peut faire ce qu'on appelle des guarded patterns, c'est-à-dire dire case circle et circle point radius strictement positif, par exemple. Et s'il est égal à 0, à ce moment-là, on n'en fait pas de calcul, on retourne juste 0 pour la surface. Mais s'il est strictement positif, là, on fait le pierre 2 et puis voilà. Donc, quand bien même on a utilisé des classes scellées, on n'est pas obligé dans les switches de n'avoir qu'un case par type. Avec ce système de guarded pattern, on peut encore créer plus d'embranchements en fait. Oui, tout à fait. Si on a plusieurs cas parce que tu as des cercles, je sais pas moi, qui ont un rayon qui est égal à 0, ou tu veux gérer, tu vois, séparément certaines instances de tes objets sur certaines propriétés de l'état de ces objets-là, tu peux créer des patterns avec ce qu'on appelle un guarded pattern à côté, qui est en fait une expression booléenne qui vient en validation du pattern. Ouais, tout à fait. On peut faire ça. D'accord. Et ça c'est en preview. Alors, la deuxième preview 19, ça a été annoncé hier. Donc, c'est très récent. Va y avoir une petite évolution dans la syntaxe. Mais cette syntaxe sera encore en preview. Donc, elle peut encore évoluer en 20. Donc, faut surveiller le truc, quoi. C'est juste ça. Et plutôt que de mettre un et boulé 1, on rajoutera un mot-clé qui est le mot-clé when. C'est-à-dire, on dirait case circle, when circle.radius strictement positif. Et si tu veux mettre circle.radius strictement positif et inférieur à 10, par exemple, là, tu vas pouvoir mettre un et booléen, parce qu'après le when, ce que tu mets, c'est une expression booléenne qui vient en validation du pattern. Donc, on pourra faire des choses assez sophistiquées de ce point de vue-là. Ouais, c'est bien, du coup, la logique, enfin, la langue technique se rapproche de la langue naturelle, du coup, on va pouvoir partager. Oui, exactement. Enfin, en termes de lisibilité de code, alors là, évidemment, on est sur un podcast, donc on voit pas bien ce que ça donne, par définition. Mais en termes de lisibilité de code, on devrait gagner quand même beaucoup de choses et avoir un code qui soit beaucoup plus expressif. C'est-à-dire que quand on va lire un switch comme ça, on va tout de suite comprendre ce que ça fait. Et quand on comprend bien ce que fait le code, c'est plus facile de vérifier si ce qu'il fait, c'est bien ce qu'on pense qu'il fait. Ah, ça me fait penser à quelque chose, mais du coup, ça va nous amener au stream. Hein. Ouais. Là, ce que tu viens de dire, c'est le principe de prédictibilité. C'est-à-dire que quand on voit du code, est-ce qu'il se comporte comme on pense qu'il le fait? C'est un des principes cupides, d'ailleurs, que j'ai appris ce week-end à la Socrates. Bah voilà. Excellente conférence, Socrates. Bonjour aux désorganiseurs de Socrates. Bon, on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans un autre podcast. Ouais. Mais oui, au niveau de l'API Stream, il y a un truc qui m'avait choqué sur un de tes Jep Café, je crois. C'était quand tu avais une liste que tu transformais en stream et que tu finissais avec une opération terminale count. Oui. Alors les opérations de type pick que tu faisais entre-temps pour afficher par exemple le contenu, elles n'étaient pas exécutées. Alors, faut bien s'entendre quand on dit elles sont pas exécutées. Elles sont exécutées. Ce qui n'est pas exécuté, c'est la lambda que tu mets dedans. Oui. Ce qui est différent. En fait, c'est une optimisation qu'il y a eu dans l'API Stream. Depuis le début de l'API Stream, un stream, il porte une propriété en interne, qui est CT ou pas, à la création de ce stream, qui est la propriété qui s'appelle sized. Okay, il y a plusieurs propriétés à l'intérieur d'un stream, peu importe. Et en fait, quand tu crées un stream sur une liste, par exemple, sur une array list, tu sais combien tu as d'éléments dans cette array list. Donc, si tu consommes les éléments du stream, si tu as 10 éléments dans ta liste, tu sais que tu vas consommer 10 éléments.
La propriété size, c'est ça. C'est-à-dire que le stream, quand tu le construis, il sait exactement combien d'éléments il va processer. Et après, cette propriété size, elle est transmise à tous les streams que tu crées dans la chaîne de traitement de ton stream. Ok. Donc si tu fais par exemple list.stream, et puis c'est des chaînes de caractères, et tu fais un map to uppercase, le map, tu sais qu'il ne change pas le nombre d'éléments qui sont processés. Donc le stream retourné par le map va être sized également. Mais par contre, tu fais un filter, et tu gardes que les chaînes qui commencent par A, ou tu retires toutes les chaînes qui ont une longueur égale à 0. Là, le filter, il va changer le nombre d'éléments susceptibles d'être processés. Donc là, la propriété sized, elle est mise à 0. Okay, donc tu écris tout ton traitement, la propriété size, arrive un moment où tu sais si ton stream il est sized ou pas, sachant que ça a pu changer au fur et à mesure du traitement que tu écris. Donc voilà, il faut regarder un peu les choses si tu veux savoir si tu es toujours sized ou pas. Mais avec l'habitude, ça se fait très bien. Hein. Voilà, le map, ça conserve le sized, le filter, le flat map, ça les met à 0. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est en fait assez simple. Et donc il y a une optimisation qui a été faite, c'est que si tu fais un count sur un stream qui est sized, en fait, tu n'as pas besoin de processer les éléments de ce stream. Ce que tu veux juste, c'est le nombre d'éléments qui sont processés. Mais si ton stream il est size, tu le connais déjà, ce nombre d'éléments. Il suffit d'interroger la source de ton stream. Okay. Si tu fais list.stream.count, alors déjà, si tu es sur un IDE un peu malin, il va te dire, tu sais que tu peux juste faire list.size. Hein, le résultat, ça va être le même. Hein. Oui. Ça va être un long au lieu d'un int, mais c'est tout. Hein. Donc, tu n'as pas besoin de faire un stream pour ça. Mais si tu fais list.stream.map n'importe quoi.count, bah c'est pareil, t'as pas besoin de faire le map. Oui, les transformations, il va même pas les prendre en compte. Ah, les transformations, il les fait pas. Alors en 17, t'as une optimisation qui fait que si t'as un stream qui est sized et que tu fais un count dessus, bah toutes les lambda intermédiaires elles sont pas appelées parce que t'en as pas besoin et ça te sort le bon résultat. Ok, donc si t'avais 12 éléments dans ta liste, ça va sortir 12. Et ça, avant, ça le faisait pas. Effectivement, les opérations intermédiaires, les lambda intermédiaires, elles étaient appelées quand même. Depuis 17, elles le sont plus. C'est conforme à la spec, hein, le résultat que tu sors, c'est correct. Sauf que, si tu fais des effets de bord dans des pics, oui. Évidemment, tes effets de bord, ils sont plus appelés. Ouais, c'est pas très programmation fonctionnelle compliant. Voilà, alors, depuis le début, on dit, le pic, il est juste fait pour faire du debug. Oui. Ok. Pour faire des system out, pour regarder les éléments qui passent dans le stream, ils sont pas faits pour prendre les éléments puis aller les mettre dans une liste à côté en même temps que tu processes ton stream. C'est pas fait pour ça. Donc faut pas le faire. Si tu le faisais avant et que ça marchait par hasard, bah, il est possible qu'aujourd'hui ça marche plus. Oui, t'as pas consommé l'API comme il fallait. Voilà, donc t'es hors spec. D'accord. Bon, alors du coup, gare à ceux qui seraient tentés de transformer leur bonne vieille boucle for qui faisait des side effects en stream. Ça risque de plus fonctionner de la même façon. Il y a un truc pour savoir si tu peux transformer une boucle for en stream. Le stream, c'est une implémentation du map filter reduce. Donc si dans ta boucle for, tu fais du map filter reduce, tu peux en faire un stream. Si c'est pas du map filter reduce ou si tu fais des effets de bord, si tu fais 20 000 trucs en plus de produire un résultat, si tu produis 3-4 résultats, ça peut pas faire un stream. Voilà. Alors, tu peux forcer l'API avec un bon marteau, tu peux faire rentrer un triangle dans un rond, hein, ça y a pas de problème. C'est juste une question de taper suffisamment fort, donc tu vas y arriver, mais tu vas écrire un code, garde ta boucle for. Voilà. C'est pas, l'API stream, c'est pas une baguette magique, hein. C'est un super outil, mais c'est pas une baguette magique. Pour autant, il y a des efforts qui ont été faits, j'ai l'impression, sur l'API Stream, notamment pour ne pas avoir à utiliser les collectors tout le temps, il me semble. Ouais, alors il y a deux méthodes qui sont intéressantes, qui ont été ajoutées dessus. Il y a une méthode qui s'appelle toList, qui est ajoutée sur l'API Stream et qui met les éléments du stream dans une liste, tout simplement. Quand est-ce que c'est intéressant d'utiliser cette méthode ? C'est précisément intéressant de l'utiliser quand tu as un stream qui est sized. Pourquoi ? Parce que quand il est sized, ça veut dire que tu peux créer directement un tableau pile à la bonne taille dès le début. Tu sais, quand tu fais le collect collectors toList, il te crée une array list et puis il appelle add au fur et à mesure. Ce qui est très bien, ça marche très bien, pas de problème. Sauf que le add, quand le tableau interne de l'array list est trop petit, il va le copier dans un tableau plus grand. Alors, si tu sais que tu vas... alors si tu processes 20 éléments, tu t'en fiches complètement, ça n'a aucune importance. Si tu commences à en processer vraiment beaucoup, genre 10 000, 100 000, voilà, que tu fais beaucoup de redimensionnement de ton tableau,
Là, éventuellement, ça peut commencer à te coûter un petit peu cher. Donc le toolist, si tu as un stream qui est sized et qui voit qu'il y a 1 million d'éléments dedans, il va directement te réserver un tableau à la bonne taille et il va ranger tous les éléments dedans. Voilà. C'est un peu un raccourci en gros, si on utilisait le collector en donnant un supplier avec le new ArrayList, avec la capacity. Exactement. Ce que tu peux d'ailleurs faire. Oui. Tu peux faire un tout collection et donner le supplier pour construire la liste à la bonne taille directement. C'est plus léger toolist quand même. Ouais. Alors toolist c'est plus léger. Ce qu'il faut savoir, c'est que la liste que ça te retourne, elle est non modifiable. Donc si tu as besoin de la modifier, faut pas l'utiliser parce que ça va pas marcher. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la seule contrainte. Si tu veux une ArrayList de la bonne taille directement, tu peux le faire. Tu as déjà l'outil pour le faire. Tu as une méthode, tu as un collectors tout collection qui prend un constructeur de collection, donc tu peux construire une ArrayList de la bonne taille directement. D'accord. Parce que le collector toolist, de l'ancienne façon de faire, du coup, c'était aussi une liste immutable. Non, c'est une ArrayList. C'était une ArrayList. Donc ça veut dire, c'est une ArrayList. Donc ça veut dire que faut pas te jeter peut-être la première dans ton code en disant, à chaque fois que j'ai un collectors toolist, je vais mettre un toolist à la place. Si tu fais ça et que derrière tu rajoutes encore des éléments dans ta liste, et tu pètes ton code. Tu risques d'avoir des exceptions parce que la liste que tu obtiens elle est non modifiable. Mais il y a plein de cas dans lesquels en fait tu t'y touches plus à cette liste, tu vois, tu la modifies pas. Donc dans ce cas-là, oui, super. D'accord. Génial. Ok. C'est ce qu'il faut faire. Et il n'y a que pour les listes, du coup, que vous avez ajouté des opérations terminales Alors, il y a une autre opération intermédiaire qui a été ajoutée qui s'appelle map multi. Alors, map multi, le fonctionnement, il est un peu bizarre et il n'est pas forcément très clair. L'idée, c'est de te dire, tu veux faire de la validation sur les éléments de ton stream, mais le fait de les valider, et s'ils sont valides, tu veux les convertir. Et quelquefois, la seule façon que tu as de valider, c'est de convertir et de voir si ça marche. Ok ? Donc tu peux dire, ok, je vais faire un filter, je vais valider, et puis après je vais faire un map et je vais faire la conversion. Sauf que si ton prédicat et ton mapper, c'est le même code, tu fais 2 fois la même opération. Alors je vais te prendre un exemple très simple, c'est tu veux convertir des chaînes de caractères en nombres avec un integer.parseInt. Ok ? Tu peux pas savoir si ton integer.parseInt il va pas lever une exception. Enfin, tu as des moyens de le savoir, mais qui sont coûteux. Finalement, le moyen le plus simple, c'est d'essayer et de catcher l'exception. Donc si tu veux le faire avec un filter, tu vas faire filter integer.parseInt. Tu vas catcher l'exception puis retourner faux si jamais tu as une exception qui a été levée. Et puis après, dans le map derrière, tu fais integer.parseInt. Donc tu fais 2 fois la conversion, ce qui est un peu pas efficace, quoi. Oui, c'est sûr. Alors t'as une façon, avant 17, t'as une façon de contourner ça, qui est de dire, je vais mettre le résultat dans un stream. Ok ? Donc tu fais ton integer.parseInt. Si ça a marché, tu te crées une fonction qui fait integer.parseInt. Si t'as pas d'exception, tu wrappes l'entier qui est retourné dans un stream. Tu fais return stream.off de cet entier. Et si jamais l'exception a été jetée, tu retournes un stream.off, juste comme ça. Donc tu te retrouves avec une fonction qui prend une chaîne et qui retourne un stream soit avec la conversion, soit avec rien, si jamais la conversion n'a pas fonctionné. Et cette fonction-là, tu peux la passer dans un flatmap. Ok ? Et donc le flatmap, il va ouvrir les streams résultats. Quand il y a un résultat, il va le prendre. Quand il n'y a pas de résultat, forcément, il ne va pas le prendre, vu qu'il n'y a pas de résultat. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est pas très efficace parce que tu fais plein de streams. Tu fais plein de petits streams. Voilà. Donc le map multi, je vais pas détailler le fonctionnement parce que il est vraiment. Oui, sur un format podcast, c'est peut-être pas. C'est pas très pratique. Il faudra voir le code. Mais grosso modo, ce que ça te donne, c'est un consumer que tu vas appeler avec le résultat si le résultat t'as pu le produire et que tu vas pas appeler si t'as pas produit le résultat. Donc tu remplaces flatmap avec tes stream.off par map multi. Le map multi te donne un consumer, et soit tu appelles ce consumer si tu as pu produire ton entier, soit tu l'appelles pas si tu n'as pas produit ton entier. Donc ça fait la même chose que le flatmap, sauf que tu n'as pas besoin de créer ces petits streams intermédiaires. Alors, là, je te le mets dans un truc sur cet exemple-là, mais il y a plein de use cases dans lesquels tu peux l'utiliser. Si tu veux appeler ce consumer plusieurs fois, par exemple, peut-être tu veux doubler les éléments de ton stream. Tu as un stream ABC, tu veux faire AA, BB, CC. Tu fais map multi et t'appelles juste ce consumer 2 fois avec l'élément du stream que tu veux traiter. D'accord. Voilà.
Ok, bon, je pense que pour les streams, on est pas mal là sur le sujet. Je me dis qu'aller plus loin, ce serait vraiment difficile à suivre pour nos auditeurs. Les streams, c'est un peu technique. Alors, en parler sans regarder du code, c'est ça. Sans le code sous les yeux, ça paraît compliqué. C'est mieux avec le code quand même. Mais il y a peut-être un truc dont les gens un peu intéressés par les nouveautés de Java ont entendu parler, c'est sûrement les text blocks. Ouais. Alors ça fait partie aussi du projet Ember. Ça fait partie des petites choses qui sont pas une révolution, mais qui sont juste une amélioration. Les anglo-saxons appellent ça la quality of life, tu vois. Ça te facilite juste la vie. C'est pas, voilà, ça va pas te révolutionner ton truc, mais voilà, c'est juste plus pratique. Et en fait, un text block, c'est une chaîne de caractères dans laquelle les caractères spéciaux sont plus escapés. T'as plus besoin de les escaper. Imagine que tu veuilles mettre une requête SQL ou un bout de code JSON dans une chaîne de caractères en Java. C'est horrible. Ouais. C'est horrible depuis 25 ans. Plein de concaténations. Alors le JSON, pas depuis 25 ans, parce que ça n'existe pas depuis 25 ans, le JSON, mais le SQL, oui. Et voilà, t'es obligé de faire des concaténations, t'escapes les guillemets, t'escapes plein de trucs, t'arrives à un truc. Et c'est terrible parce que c'est horrible. Alors les idiots le font, donc ok, tu me dis, génial, les idiots. Ouais. Sauf que quand tu relis le code escapé, reconnaître le JSON ou la chaîne SQL dedans, c'est abominable. Et donc, tu peux écrire des bugs sans le voir, quoi, ce qui est quand même très embêtant. Donc là, l'idée du text block, c'est de dire la chaîne de caractères, c'est super simple en plus, la syntaxe, elle est extrêmement simple. Ta chaîne de caractères, elle commence par 3 guillemets qui se suivent et un retour chariot. Ok ? Et elle se ferme par 3 guillemets qui se suivent. Si tu mets pas le premier retour chariot, tu as une erreur de compilation. Le compilateur, il va te le dire. T'as oublié le retour chariot. Ouais. J'ai envie de dire, mais tu peux pas le mettre automatiquement pour moi, ce serait les prochaines versions. Non, c'est peut-être pas plus mal quand tu fais du copier-coller d'un bloc de texte, d'un extrait de fichier. Absolument. Si tu veux faire du copier-coller, ça marche très très bien. Ça marche très bien. Et donc, entre ces trucs-là, tu peux mettre des retours chariots. Ils sont pris en compte en tant que caractère retour chariot dans ta chaîne. Tu peux mettre des guillemets non escapés, ils sont pris en compte en tant que guillemets. Donc, si tu as juste un bloc de code JSON à mettre, tu le copies-colles dans ton bloc de code, et il est là, et il n'y a pas d'erreur. Tu veux mettre une chaîne SQL, tu veux mettre de l'HTML, tu veux mettre du JavaScript, tu peux mettre n'importe quoi, du XML. Tout ça marche directement. Et l'indentation est conservée ? Alors, l'indentation, elle est gérée spécifiquement, et le compilateur, c'est fait au niveau de la compilation. Le compilateur est capable de faire la différence entre les caractères qui ont été rajoutés par l'indenteur de ton IDE. Tu sais, quand tu fais du formatage, oui. Tu as un formateur, donc tu as 2 types de caractères blancs en fait à gauche de ton code. Tu as ce qui a été rajouté par l'IDE et puis ce qui fait vraiment partie de ton text block. Il est capable de faire la différence entre les deux. Et donc, si tu veux indenter le contenu d'un text block, le contenu d'un text block, il peut se répartir sur plusieurs lignes. Même visuellement dans ton code, c'est plusieurs lignes de ton code. Donc tu peux avoir de l'indentation rajoutée par l'IDE, ça va être éliminé par le compilateur, et l'indentation que toi tu as mis, parce que c'est du JSON par exemple, et que tu as voulu décaler des trucs, ou c'est du HTML et tu as voulu mettre un petit peu d'indentation à toi dedans, ça c'est conservé à la fois par le formateur de ton IDE et par le compilateur. Et tu as des trucs pour pouvoir le conserver. Donc encore une fois, c'est une petite fonctionnalité, c'est pas la révolution, ça va juste être super pratique. Notamment pour la lisibilité des tests, dans certains cas. Clairement. Et alors l'étape suivante, parce que on en est là pour l'instant, ça c'est l'effet d'avoir une version de Java tous les 6 mois. C'est-à-dire que ça c'est une étape intermédiaire. L'étape suivante, ça va être de faire ce qu'on appelle de la string interpolation, c'est comme ça que les anglo-saxons appellent ça, qui va permettre de faire des références à des variables définies à l'extérieur de cette chaîne dans la chaîne. Okay. Les gens qui font du JavaScript, qui font du PHP, qui font d'autres langages, ils connaissent ça par cœur depuis 20 ans. En Java, on ne l'a pas. Tu vois, je crois qu'en PHP, si tu mets $i dans une chaîne, ça va aller chercher la variable i et ça va mettre la valeur de i en fait dans ta chaîne. En Java, on va pouvoir faire des trucs comme ça. Et le plan aujourd'hui, ça a été annoncé hier, c'est de l'avoir en preview en 19. Donc dans 6 mois, on devrait avoir une version preview de ce truc-là. Dans la prochaine LTS, ça sera là, quoi. Alors, on peut rien promettre de ce point de vue-là, si tu veux, hein, parce que ce sera prêt quand ce sera prêt. Faut quand même se méfier. Juste un petit mot de mise en garde. Faut quand même se méfier. Faut pas croire que quelque chose qui est mis en preview devient systématiquement une fonctionnalité.
C'est l'objectif, parce qu'il y a quand même eu un effort d'ingénierie. Il y a des gens qui ont payé des choses pour que ça arrive en preview. Oui. Donc c'est quand même le but que ça devienne une fonctionnalité. Mais il y a des fonctionnalités qui ont été shootées en preview. Il y a des exemples. Qui ont été retirés parce que ça allait pas, parce que c'était pas bien, parce que le feedback de la communauté était mauvais. Donc les gens se sont dit, ok, c'est pas prêt, on retire, on retravaille et on le mettra plus tard. Ok. Ce qui veut dire aussi, si vous avez un avis sur ce qui est fait, allez sur les mailing lists de l'OpenJDK et donnez votre avis. Si vous voyez des problèmes sur certaines fonctionnalités par rapport à vos use cases, faut aller sur les mailing lists et le dire. C'est la meilleure façon d'apporter du feedback. Et tous les, je sais que tout le feedback est lu et pris en compte. Donc faut pas hésiter à faire ça, surtout si vous avez si vous localisez des problèmes avec certaines fonctionnalités que les gens éventuellement n'avaient pas vues, il faut vraiment le dire, c'est important. D'accord. T'as une adresse de site internet à partager? openjdk.java.net. Et t'as toutes les mailing lists, tous les projets pour là les text blocks, les string interpolation, etc. C'est le projet Amber. Donc tu cliques sur projet Amber et t'as toutes les adresses des mailing lists sur ce truc-là. D'accord. Sur ce sujet-là. Bon, alors, string interpolation en feature preview sur la prochaine version de Java. C'est pas une promesse, j'ai dit que c'était le plan. C'est le plan. c'est le plan. C'est l'idée. Bon, et vu qu'on est un peu dans le futur, là, tu voudrais pas nous teaser un petit peu plus sur les changements qui nous attendent sur les versions de Java à venir? Alors, les changements qui nous attendent vraiment intéressants, t'as tout le pattern matching qui va continuer à se dérouler. Dans les prochaines previews, on devrait avoir la déconstruction des records, c'est-à-dire plutôt que d'écrire si shape est une instance de triangle, et puis après faire triangle, je vais faire avec carré, c'est plus simple. Si shape est une instance de carré, et que tu faire carré point arrête, point edge ou rectangle point width et point length, etc. Donc aller lire les champs internes du record, les composants du record. En fait, tu vas pouvoir déconstruire ton record. C'est-à-dire faire shape instance of rectangle entre parenthèses int width int height. Et là du coup width et height deviennent des variables de liaison de ton pattern, ces fameuses binding variables. Tu peux en avoir plusieurs. Donc ça revient à déconstruire ce rectangle et donc tu vas pouvoir récupérer directement width et height et les utiliser partout. C'est raisonnable de les utiliser partout où ça a du sens de les utiliser. Ça, c'est la déconstruction des records. C'est la prochaine étape. Peut-être preview en 19. C'est le plan. Voilà. C'est le plan. Les étapes d'après, ça va être de se dire, si on peut déconstruire des records, ce serait bien de pouvoir déconstruire n'importe quel type de classe avec des constructeurs. Ce serait bien de pouvoir déconstruire avec des méthodes factory, parce que tu peux construire des objets avec des méthodes factory. Donc, utiliser ces méthodes factory pour faire de la déconstruction aussi. Et ça veut dire, faut voir les exemples de code, mais par exemple, tu pourrais dire, si ma variable est une instance de optional.off quelque chose, là, ça va déconstruire l'optional qui a été construit via sa méthode factory, et ça va permettre de récupérer ce que wrap l'optional, si ça existe. Voilà. Donc ça, mais ça peut être aussi par exemple, si tu construis une chaîne de caractères avec un formateur, si c'est une instance de string.format, et puis là, tu as ton format. Ensuite, suivent les différentes variables qui ont permis de construire la chaîne au travers de ce format. Et donc, là, tu as une regex qui se met en place. Ça va te permettre de déconstruire cette chaîne de caractères et d'extraire les différents éléments. Ça peut être une chaîne, ça peut être un entier, ça peut être un float qui a été formaté, ça peut être une date, etc. au travers de ce truc-là. Donc là, il y a plein de choses qui ça ouvre la possibilité, faire ce genre de choses, ça ouvre la possibilité, il y a plein de choses qui vont venir dans les versions futures de Java. Ça, c'est pour la partie purement écriture de code. Après, pour tout le reste, il y a encore plein de trucs. On a parlé de Loom, on a parlé de Panama en tout début d'émission. On n'a pas parlé de Valhalla, par exemple. Valhalla, c'est aussi quelque chose qui va permettre de faire de définir des value types, donc de traiter des instances de classe comme si c'était des entiers, de faire un truc et d'organiser les choses en mémoire, un peu comme des structs en C, pour améliorer les performances, mettre toutes les données que tu veux traiter dans des zones contiguës de la mémoire et pouvoir les traiter en rafale avec des très bonnes performances. Ça, c'est le projet Valhalla. Le projet Valhalla, il n'a pas encore commencé à livrer parce que c'est un peu
C'est un peu compliqué à faire, mais c'est quelque chose qui va arriver aussi. Les choses sont bien avancées, donc ça va arriver un jour. Ça va arriver un jour. D'accord. Ah oui, ça permettrait d'être un peu plus présent sur les projets autour du machine learning. Tout ce qui est machine learning. Le machine learning, c'est du calcul matriciel, hein, donc c'est du gros calcul massif, du calcul numérique massif. Donc ça, l'un des impacts, ça va être les performances sur le machine learning. Ça va aussi avoir un effet de bord, entre guillemets, le projet Valhalla, qui va être d'unifier les types en Java. Aujourd'hui, on a les types primitifs d'un côté, les types objets de l'autre. Oui. Et là, au travers de Valhalla, on va pouvoir se retrouver à unifier les types primitifs et les types objets. On va pouvoir faire, ça va faire rigoler les développeurs C#, mais on va pouvoir faire des listes de int. Ah oui, ils peuvent déjà le faire. Ah bah oui. Pas nous. J'avais complètement oublié la possibilité de faire quelque chose d'aussi aberrant. Enfin, cela dit, on peut faire des in-stream. D'ailleurs, on commençait à pouvoir se dire, on fait des trucs avec les primitifs. On peut faire des in-stream, on peut faire des tableaux d'int, mais on peut pas faire de listes de int. On fait des listes de integer. Oui. Quand tu expliques ça à un développeur C#, tu regardes avec des yeux ronds comme des soucoupes. On n'est pas un peu arriéré en Java. Le boxing, quoi, de quoi tu parles? Le boxing, c'est quoi ça, le boxing? Donc ça c'est pour le futur, ça. Ouais. Mais le serveur web, il est déjà sorti du coup depuis hier, vu qu'il était. Alors le serveur web, le mini serveur web intégré dans le JDK, oui, il est sorti depuis hier, dans le JDK 18. Ça fait partie des. Alors c'est une API. Je j'ai dit que ça fait partie de l'outillage, mais en fait c'est une API aussi, donc on peut l'utiliser dans son truc. C'est un mini serveur web qui permet de servir des fichiers sur ton disque. Alors tu vas pas faire un serveur web sur Internet avec ça. Hein. Ça, je te le déconseille même plutôt. Voilà, si tu veux. Moi, je m'en sers pour faire des tests sur le site du ParisJug ou sur des trucs comme ça. J'ai les fichiers HTML, CSS, JavaScript, etc. J'ai tout ça dans un répertoire. J'ouvre le serveur web sur ce répertoire, je me connecte sur 127.0.0.1.80.80 et ça me sert ce qu'il y a dedans. Donc tant qu'il n'y a pas de traitement serveur, parce que tu peux pas faire de traitement serveur, tant que tu n'as pas de traitement serveur, que tout le traitement se fait dans le navigateur, ça marche impeccable. Mettre des images, des vidéos, ce que tu veux. D'accord. Tu peux mettre de l'intelligence sur le request mapping. Tu peux faire. Alors tu peux rajouter de l'intelligence sur certains trucs. Tu peux mettre des filtres. Tu peux faire des trucs comme ça. Wiremock est mort. Tu peux. Wiremock est mort. Écoute, je sais pas. Est-ce que les gens auront envie d'utiliser ça plutôt que de faire du Wiremock? Je pense que Wiremock, je suis pas certain que l'objectif technique soit le même. Donc, je pense que Wiremock va te proposer des services autour de ça, des fonctionnalités qu'il faudrait que tu reprogrammes avec ce machin-là. Oui. Cela dit, maintenant que c'est là, ça veut dire aussi que si les gens veulent s'appuyer là-dessus pour faire des frameworks de test de type Wiremock, et même Wiremock lui-même d'ailleurs, pourquoi pas. Je pense que oui, ça c'est tout à fait possible. Mais c'est un outil qui est assez simple, hein, qui est assez frustre et qui a pas pour objectif. L'objet, c'est pas de reprogrammer Tomcat, hein, c'est pas de mettre un Tomcat dans le JDK, hein, c'est pas du tout ça l'objectif. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, on a un client HTTP dans le JDK. Maintenant, on a un serveur HTTP également. Donc ça veut dire que si tu veux faire des tests, des manipulations simples en local, bah, tu as des outils directement à l'intérieur du JDK. D'accord. Ok. L'autre truc aussi qu'amène 18, c'est la possibilité, et ça c'est pareil, c'est pas de révolution, hein, c'est juste vachement pratique, de mettre des morceaux de code dans la Javadoc qui soient vérifiés par le compilateur. C'est-à-dire que la Javadoc peut maintenant pointer vers des classes et récupérer des éléments de code de ces classes. Et comme ce sont des classes, avant tu pouvais le faire, mais il fallait faire un copier-coller et puis bidouiller un peu les trucs à la main pour que ce soit formaté correctement. Aujourd'hui, tu peux dire, voilà, je va me chercher tel élément de telle classe et mets-le à tel endroit dans la Javadoc. Quel est l'intérêt de ça? L'intérêt, c'est que cette classe, elle peut être prise en compte par ton JUnit ou ton je sais pas quoi. Elle peut être exécutée, elle peut être compilée, elle peut être exécutée, elle peut être testée. Et donc, tu peux tester quand tu génères ta Javadoc. Quand tu construis ton projet, ton application, tu peux tester les morceaux de code que tu vas mettre dans ta Javadoc. Et ça, moi, je trouve que c'est vachement bien.
Et puis tu peux faire d'autres trucs aussi autour. T'as d'autres. Ça permet de garder une Javadoc en phase avec le code. Exactement. Ça permet de faire ça et ça permet de la Javadoc, ça va te permettre d'aller voir la classe, exemple, de la copier-coller, de la prendre, de la modifier pour voir un peu comment l'API fonctionne si tu veux le faire. Tu vois, ça ouvre des possibilités pour lire la documentation et consommer la documentation qui sont, à mon avis, intéressantes. D'accord. Ouais, tout à fait. Ok, ouais, je pense qu'il va être temps d'aller manger. Alors, il me semble qu'il y a un de tes anciens collègues qui est ici, intervieweur connu des auditeurs du podcast CTOs, Pierre L'Hôpitalier. Je te propose qu'il me fasse un petit coucou. Attends, écoute, avec plaisir. Eh ben, José, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, et puis j'espère que tu me pardonneras d'avoir accueilli avec un pull Microsoft. Écoute, merci beaucoup pour cette invitation, c'est très très sympa à vous de faire ça. Et puis écoute, pour le pull Microsoft collabore à Java, donc finalement c'est une bonne façon de remercier les entreprises qui investissent en Java. C'est peut-être un petit appel du pied que je vais faire à Antonio du coup. Écoute, voilà. C'est parfait. Bon, à très bientôt, José. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut. Et merci aux auditeurs. Merci, José. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de cette nouvelle édition de Because. À bientôt pour de nouveaux sujets techniques pour les techniques. Merci, à bientôt. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.